Bonjour à toutes et tous. Notre épisode commence en 96. Pourquoi en 96 ? Parce qu'il s'agit de la date du couronnement de l'empereur romain Nerva et du début de la dynastie antonienne qui va marquer l'apogée de Rome. Trajan, Adrien et Marc Aurèle sont des Antonins. Et donc, les savants commencent à devoir négocier avec les Romains plutôt qu'avec les Grecs, les pauvres. À Alexandrie, on rédige un grand livre de cartographie que l'on appelle du nom du géant qui, dans la mythologie grecque, soutient la voûte céleste et, par extension, le monde entier, Atlas. Et, pour mettre un terme à la confusion laissée par Strabon, Marin de Tyr considère que Posidonius a calculé une circonférence de 180 000 des mêmes stades qu'Ératosthène, ce qui donne une taille de la Terre de ça. Aïe, donc beaucoup trop petite. Et un peu plus tard, à Alexandrie, on rencontre celui qui, en parachevant l'Atlas, décroche le titre de grand maître de la géographie qu'il gardera un paquet d'années, Ptolémée. Et très logiquement, pour la circonférence de la Terre, Ptolémée consigne la valeur de 180 000 stades telle qu'elle avait été comprise et adoptée par son prédécesseur Marin de Tyr. En outre, il étend sa cartographie jusqu'en Chine. Il n'y est jamais allé personnellement pour faire des mesures et se base sur des récits de voyageurs. Mais il sous-estime beaucoup les difficultés du voyage et, pour une étendue réelle de l'Eurasie de 130 degrés de longitude, il en consigne 180, c'est-à-dire ça. Or, si vous réfléchissez bien, quand un continent trop grand est placé sur une terre trop petite, ses deux extrémités se rapprochent. Cette double erreur aura une conséquence très inattendue 1400 ans plus tard. Nous y viendrons. Mais maintenant résumons-nous. À la fin du IIe siècle, on a 3 valeurs possibles pour la circonférence terrestre. Celle d'Eudoxe, consignée dans le traité du ciel d'Aristote, celle d'Ératosthène, rapportée par Strabon, mais la mesure de Posidonius, révisée par Marin de Tyr, sera par la suite considérée comme la plus juste des 3, car c'est celle qui est approuvée par le grand maître Ptolémée. Vous allez à présent constater ici une grande époque de vide. Elle correspond à ce que nous appelons habituellement le Moyen-Âge, même si, vous le constaterez dans les épisodes suivants, j'ai préféré lui donner un autre nom et découper un peu cette période de presque 1000 ans si mal connue. Car je ne suis pas du genre à considérer que ce fameux Moyen-Âge n'est qu'une période d'obscurantisme et de régression pendant laquelle rien n'a été fait ni inventé, comme on a encore de nos jours trop tendance à se la représenter. Toutefois, force est de reconnaître que, sur le sujet qui nous occupe, ce n'est qu'un désert complet. En matière de connaissance de la forme du monde, rien ne s'est passé pendant plus de 1300 ans. J'ai bien dit rien. Vraiment rien. Si j'insiste, c'est parce qu'il ne s'est pas non plus produit une légende à laquelle nombre de gens croient encore, qui est, paraît-il, toujours enseignée dans nos écoles, et que je vais tâcher de pulvériser définitivement ici et maintenant. La sphéricité de la Terre a été découverte pendant l'Antiquité, et cette connaissance ne s'est jamais perdue depuis. Non, au Moyen-Âge, on ne croyait pas que la Terre était plate. La vérité, c'est qu'avec le déclin de la civilisation grecque, la recherche fondamentale tombe en désuétude, car la culture romaine est davantage tournée vers l'expérimentation pratique. Il suffit pour s'en convaincre de comparer une carte de l'Atlas d'Alexandrie avec l'une des rares cartes romaines qui soit parvenue jusqu'à nos jours, et qu'on appelle la table de Pöttinger. Le contraste est saisissant. Cette peu scientifique prédisposition a été transmise aux peuples qui ont intégré l'Empire de Rome à l'époque des grandes migrations, que, très improprement, on appelait encore il y a peu de temps les invasions barbares. Puis, la chute de l'Empire d'Occident met un terme à l'administration romaine à échelle continentale. Dès lors, les Européens se réorganisent autour d'économies locales. Les villes se vident, les campagnes voient s'installer un afflux de migrants citadins, et on n'échange plus guère qu'avec le village voisin, ou au mieux, le voisin de son voisin. Les grands voyages cessent, et la cartographie scientifique est abandonnée, faute d'utilité. Les travaux de Ptolémée sont progressivement oubliés par simple désintérêt. Pour autant, tout n'est pas perdu, loin de là. Car
si l'Atlas d'Alexandrie disparaît de l'Occident pour n'y revenir que 13 siècles plus tard, le Moyen-Âge conserve l'Almageste de Ptolémée. Et plus encore, les dialogues de Platon, dont le Phédon et le Timée, dont une traduction en latin est attestée dès le IIe siècle de notre ère. Or, tous ces écrits affirment la sphéricité de la Terre et également de tout l'univers. Ils feront autorité jusqu'au Xe siècle, date à laquelle les Occidentaux redécouvriront en plus le traité du ciel d'Aristote. Et Aristote aura un impact considérable sur la pensée occidentale médiévale qu'on appelle la scolastique, notamment sur la représentation de l'univers. Car si la Terre est une sphère qui flotte dans le cosmos, comment se fait-il qu'elle ne tombe pas ? Pour Aristote, une seule explication. Comme on tombe toujours vers le bas, c'est le centre de l'univers qu'il conçoit entièrement sphérique. Et la Terre ne tombe pas car elle se trouve déjà en bas, c'est-à-dire en son centre. La cosmologie d'Aristote implique ainsi nécessairement le géocentrisme, une conception sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir plus tard dans notre histoire. Mais dès l'époque qu'on nomme le Haut Moyen-Âge, la sphéricité de la Terre découverte par les Grecs ne satisfait pas tout le monde, comme nous allons le voir au prochain épisode.